Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode consacré au vocabulaire du théâtre. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous en prie, allez-y. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux genres théâtraux qu'on retrouve le plus souvent, quelles sont les différences entre les uns et les autres, à quelle époque on les retrouve, etc. Vous allez découvrir tout ça, c'est parti, générique. Au théâtre, on trouve tout un tas de pièces différentes, avec des enjeux et des objectifs qui sont différents, avec des méthodes et des techniques différentes, et du coup, on a classé ça en différents genres. On va commencer tout de suite avec les genres sérieux. Évidemment, le genre sérieux par excellence, c'est la tragédie. Mais j'ai déjà dédié une vidéo entière à la tragédie classique, que je vous mets en fiche, et que je vous invite à aller regarder, puisque j'y parle aussi des origines de la tragédie dans l'Antiquité, et de quels sont les principes, les fondements même de la tragédie, qui n'ont en fait pas tellement changé de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Si vous n'y connaissez rien et que ça vous intéresse, mettez pause, allez voir la vidéo sur la tragédie et puis vous reviendrez voir la suite de la vidéo plus tard. La tragédie est un genre qu'il ne faut pas confondre avec le drame. Lorsqu'on parle de drame, ça peut vouloir tout simplement dire pièce de théâtre, c'est un terme générique, c'est pour ça qu'on parle de dramaturge pour un auteur de théâtre. Malgré tout, lorsqu'on dit le drame, on pense en général au drame romantique. Et le romantisme, c'est un mouvement littéraire et artistique du 19e siècle. Donc lorsqu'on parle de drame, on parle souvent de ces drames romantiques-là. Quelle est la différence entre un drame et une tragédie, puisqu'on a l'impression que les deux finalement sont des pièces sérieuses et tristes qui se terminent mal? La grande différence, c'est que dans la tragédie, le ressort c'est le destin, la fatalité, les personnages n'ont pas le choix. À partir du moment où l'intrigue est lancée, leur destin est scellé, ils n'ont pas d'espoir. C'est très bien expliqué d'ailleurs au début de la pièce Antigone de Jean Anouilh, où il explique que c'est une machine et que c'est bien huilé, que c'est pas fatigant, qu'on sait déjà dès le début comment ça va se finir et que du coup ce qui est important c'est pas l'issue, c'est le chemin qui va être parcouru pour atteindre cette issue. Et on aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. Dans le drame romantique, c'est tout à fait différent. On n'est pas du tout dans le registre tragique, avec le côté destin. On est vraiment dans le registre pathétique. On va avoir pitié de ces personnages et on va avoir de l'espoir pour eux. On va espérer qu'ils s'en sortent. Et eux-mêmes vont espérer s'en sortir, et ils y arriveront plus ou moins. Mais la différence, elle est là. D'ailleurs, pour rester dans Antigone d'Anouilh, le personnage d'Antigone parle de cet espoir en disant « vous me dégoûtez avec votre espoir, etc. » Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle est un personnage de tragédie, donc l'espoir n'a pas sa place. En revanche, dans un drame, oui. Des exemples de drames romantiques, un des plus connus c'est Lorenzaccio d'Alfred de Musset, que beaucoup étudient au lycée, et qui est une pièce magnifique, et que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas encore lu, mais il y a des rebondissements, et on a de l'espoir pour le personnage de Lorenzo. On espère qu'il va s'en sortir, mais on n'en sait rien. Et d'ailleurs, je ne vous le dirai pas, je ne vous spoilerai pas la pièce aujourd'hui. Dans les genres sérieux, il y a un autre genre qui a été extrêmement important en France et dont on parle finalement assez peu, c'est un genre typiquement médiéval qu'on appelle le mystère. Alors le mystère, c'est pas un genre triste nécessairement, mais sérieux, c'est carrément un genre sérieux, c'est un genre en fait qui est religieux. Les pièces de théâtre au Moyen-Âge sont relativement déconnectées des modèles antiques, qu'ils soient grecs ou romains. On va avoir des genres qui vont pousser comme ça au Moyen-Âge sans forcément s'enraciner dans un passé existant. C'est notamment le cas des mystères et de leur pendant les miracles. En gros, c'est quoi? Les mystères, ça raconte des passages de la Bible, incarnés sur scène par des comédiens. Et les miracles, c'est en gros la même chose, sauf qu'au lieu de raconter, de mettre en scène des passages de la Bible, on met en scène des vies de saints, et donc des miracles de certains saints. Enfin, avant de vous parler des pièces comiques, des genres comiques, je vais vous parler de la tragicomédie, qui souvent est présentée comme un mélange entre la tragédie et la comédie, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En gros, la tragicomédie, elle fonctionne sur les mêmes mécanismes que la tragédie, sauf que la fin n'est pas systématiquement malheureuse. Voilà, la fin n'est pas forcément triste. Donc vous pouvez avoir en fait tout simplement des tragédies qui se terminent bien, sans qu'on ait envie de se marrer,
et qui vont rentrer dans la case des tragicomédies. Par exemple, vous avez le Cid de Corneille, il n'y a pas spécialement de passage marrant, on se marre pas quand on lit le Cid ou quand on regarde le Cid. En revanche, ça fonctionne comme une tragédie, mais elle se termine bien. Donc on est dans cet entre-deux-là. Parlons maintenant des genres comiques. Évidemment, le genre comique principal, en gros le terme qui regroupe tous les autres que je vais vous préciser derrière, c'est le terme de comédie. Quand on parle de comédie, c'est une pièce dont le but est de faire marrer les gens. C'est aussi basique que ça. La comédie, du coup, il y a la comédie classique qui est très présente au XVIIe siècle et qui va acquérir ses lettres de noblesse grâce à Molière. Jusqu'à présent, la comédie, c'était un peu pour les bouseux, c'était pas très intéressant. Au XVIIe, on s'intéressait essentiellement à la tragédie. Sauf qu'il y a Molière qui va arriver et qui va dire, à partir de maintenant, la comédie va peser également. Donc il écrit des comédies en alexandrin, en 5 actes, avec des effets de style et dans l'écriture extrêmement recherchés, et il va donner ses lettres de noblesse à la comédie. Mais la comédie, elle n'est pas nécessairement en vers, d'ailleurs Molière a aussi écrit des comédies en prose, elle fait pas nécessairement 5 actes, il y a tout un tas de possibilités, et il y a certains types de comédies qui vont avoir des spécificités, et donc des noms particuliers, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Premier type de comédie que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le vaudeville. Alors, le vaudeville, je pense qu'on doit dire vaudeville d'ailleurs. Le vaudeville, c'est une pièce de théâtre, une comédie, basée sur, en gros, l'infidélité dans le mariage. La base, c'est ça. C'est des histoires de cœur, et c'est des histoires de personnages trompés, etc., et dont on se moque. En gros, le vaudeville, c'est l'amant dans le placard, le mari qui arrive, la meuf qui dit « ciel, mon mari », il ouvre le placard, il tombe sur le gars, voilà, c'est en gros ce genre d'ambiance-là. On rattache souvent ce genre au 19e, mais ça existait bien avant. On a des occurrences de ce terme-là au 18e et même parfois au 17e siècle, donc c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui va vraiment acquérir cette lettre de noblesse, le vaudeville, au 19e. Au 19e, le vaudeville, on va appeler ça le théâtre de boulevard, puisque c'est sur les grands boulevards à Paris qu'on va retrouver un certain nombre de salles de théâtre qui vont se spécialiser au 19e dans le vaudeville, et les deux grands dramaturges français les plus connus de cette époque-là, on va avoir Feydeau et Labiche. Je vous encourage à lire leurs pièces, notamment Feydeau, c'est incroyable. Lisez Occupe-toi d'Amélie, c'est à pleurer de rire, c'est toujours la même mécanique, mais c'est très bien fait, ils ont amené ça au maximum, c'est excellent. Autre type de comédie, là aussi un type qui vient du Moyen-Âge, c'est la farce. Alors la farce, en gros la farce, ça s'apparente à aujourd'hui ce qu'on peut retrouver dans les sketchs. Que ce soit des humoristes sur scène, ou que ce soit des sketchs avec plusieurs acteurs sur internet, etc. Ça ressemble à ça. L'humour dans la farce, il est assez basique. Pourquoi? Parce que c'est un format court, donc vous n'avez pas le temps de développer le caractère des personnages. Molière, par exemple, va faire ça, hein, avec le misanthrope, avec Don Juan, avec l'avare, il va développer, il va travailler sur des caractéristiques, des traits de personnalité des personnages. Dans la farce, vous n'avez pas le temps. Donc dans la farce, il faut que ça soit efficace, il faut que ce soit basique. Donc on a un humour en général assez simple, un mec qui rentre, il glisse, il tombe, tout le monde se marre, ça fonctionne. Un mec qui arrive, il pète, tout le monde rigole, ça fonctionne. Il y a un type qui arrive, qui vole un truc à quelqu'un, il se fait gauler, tout le monde le tabasse, tout le monde rigole, on s'amuse bien. Voilà, comme ça on se dit, ouais, c'est vraiment teubé. Mais non, ça fonctionne très très bien. Molière a fait des farces. Le médecin volant, par exemple, dans le médecin volant de Molière, il y a un passage où il y a un type qui se prend pour un médecin et qui va boire l'urine d'un personnage qui prétend être malade, il boit du pipi sur scène, tout le monde se marre. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, Molière en fait un peu des caisses, puisque derrière il dit « Ah, j'ai pas assez su s'il était malade ou pas, je vais en reprendre », donc il reboit de la pisse, puisque le mot pisse est utilisé dans la pièce de Molière. D'ailleurs, à chaque fois que je l'ai fait avec je le faisais en 6e, ça. Donc les 6e, vous dites pisse, ils lisent un texte de Molière, il est marqué pisse dedans, et il y a quelqu'un qui le boit, tout le monde est mort de rire, il faut 10 minutes pour retrouver le chem dans la salle. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu basique. Autre genre médiéval, on va avoir le fabliau. Alors le fabliau, c'est encore autre chose, et c'est très particulier parce que dans le fabliau, il y a un narrateur, la plupart du temps. Et donc on ne sait pas réellement comment c'était mis en scène au Moyen-Âge. On a plusieurs pistes, mais on n'en sait rien. En général, les fabliaux, d'ailleurs c'est pas le cas des farces, mais les fabliaux ont toujours une morale. Très souvent une morale sérieuse, mais parfois une morale juste volontairement stupide, pour susciter exprès du coup le rire dans le public,
C'est pour ça d'ailleurs que fablio et fable, c'est de la même famille, parce qu'il y a toujours cette idée de moralité à la fin. J'enchaîne avec un autre genre de comédie qu'on appelle la commedia dell'arte, ou la commedia dell'arte, qui est la comédie italienne qui s'est vraiment figée au XVe siècle, toute fin Moyen-Âge, mais c'est déjà la Renaissance en Italie à ce moment-là, 15e, 16e siècle en Italie, et qui est un genre de comédie très particulier qui va énormément inspirer Molière. C'est pour ça que je vous en parle. En gros, dans la commedia dell'arte, vous avez des personnages typiques qui reviennent systématiquement. Et il y en a certains qui sont passés à la postérité. Harlequin, qui a donné du coup Harley Quinn dans les comics, mais Harlequin, c'est un personnage de la commedia dell'arte. Vous avez Colombine, vous avez Pantalon, le Matamor, vous avez voilà, tout un tas de personnages figés, et on retrouve un peu cette idée de la farce ou des fabliaux avec l'inversion des valeurs, parce que vous avez les agni ou les lazzi, qui sont du coup des domestiques, qui vont avoir des compétences, une intelligence supérieure, et qui vont mener la vie dure à leur patron. Et l'autre caractéristique de la commedia dell'arte, c'est pas simplement le fait qu'il y a des personnages qui reviennent, mais c'est aussi le fait que c'est pas écrit. C'est-à-dire que c'est un canevas, donc en gros, petit 1, il y a tel personnage qui fait ça, petit 2, tel personnage va se rendre compte de ça, petit 3, à la fin ça se termine comme ça. Donc ça tient sur 3 lignes, sur un post-it qui était affiché dans les coulisses. Et en gros, les comédiens viennent, lisent ça, et improvisent sur scène une histoire, et c'est pour ça qu'ils sont aidés par les personnages typiques, caractérisés, dont les gens ont l'habitude. Et c'est cette improvisation, cet amour de l'impro et l'importance des domestiques qui va grandement marquer Molière dans ses pièces à lui, puisqu'on va avoir retrouvé des domestiques malins, brillants, intelligents, etc. et parfois qui vont s'opposer à leur maître. Et on va aussi avoir une grande place laissée aux comédiens, mais on en a déjà parlé, donc je reviens pas dessus. Autre chose qui est importante à évoquer, notamment puisqu'on parlait de Molière, c'est les comédies-ballets. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, mais au XVIIe siècle, c'était pour Molière vraiment des pièces qui avaient énormément de succès. C'est en gros un mélange entre plusieurs genres artistiques. Il y a du théâtre, il y a de la danse, donc de la chorégraphie, et il y a de la musique. Parmi tous ces éléments qui sont mélangés, celui qui a le plus d'importance, ça va être le théâtre. Et donc des comédies-ballets, Molière en a écrit avec Lully, Jean-Baptiste Lully, qui compose la musique. Et ils vont en jouer beaucoup à Versailles dans les spectacles organisés, les soirées de Louis XIV. Et ça va avoir un énorme succès. Et des comédies-ballets vont naître tout un tas d'autres genres, notamment l'opéra, l'opéra bouffe. Donc c'est exactement comme la comédie-ballet, sauf que là, c'est la partie musicale qui est plus importante que la partie théâtre. Et tout ça va donner, à terme, ce qu'on appelle des opérettes, qui sont plus ou moins des, là aussi, comme la comédie-ballet, des genres d'opéra, pièces de théâtre, où le théâtre est plus important que la musique, mais où il y a quand même pas mal de musique. Les opérettes, du coup, vont vraiment se développer en France fin 19e et début 20e siècle, et les plus connues sont les opérettes marseillaises, qui ont donné, par exemple, avec des chansons de Vincent Scotto, etc., qui vont être très connues à l'époque, qui vont avoir une grande influence sur le cinéma qui naît à peu près en même temps, et qui va inspirer beaucoup aussi de réalisateurs, de metteurs en scène, etc. Voilà en gros pour les principaux genres. Évidemment, faites des recherches par vous-même sur internet ou où vous voulez, vous allez voir qu'il y a plein d'autres genres au théâtre qui sont super importants, mais je voulais vous en brosser quand même quelques-uns. Déjà, si vous maîtrisez cela, vous avez de très bonnes bases. Et on a fini du coup notre triptyque de vidéos, notre trilogie sur le vocabulaire du théâtre. N'hésitez pas à aller voir les 2 précédents épisodes si c'est pas encore le cas. J'y parle de comment se construit une pièce, du vocabulaire de la pièce et des métiers du théâtre dans le premier épisode, puis de comment s'organise une salle de théâtre dans le deuxième. Allez y faire un tour. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On se retrouve comme d'hab tous les samedis à 14 h pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.